Il y a des romans qui osent commencer par une menace. C'est rare. Mais par une prophétie aussi absurde que précise, ça, c'est du jamais vu. Ou presque. C'est pourtant comme ça que Mikhail Bulgakov lance son chef-d'œuvre, Le Maître et Marguerite, avec cette phrase qui vous glace le sang. Imaginez un peu la scène. On est à Moscou, par un après-midi de printemps, une conversation intellectuelle tranquille, et soudain, un parfait inconnu prononce ces mots. Et attention, ce n'est pas une image, pas une métaphore, non, c'est une affirmation. Froide, directe et absolument terrifiante. Voilà la question qui va nous guider. Pour piger cette prophétie, il faut qu'on remonte un peu le temps, qu'on revienne au début de cet après-midi fatidique. Il faut qu'on regarde de plus près les personnages, le décor et surtout le débat qui a attiré une attention, disons, pas tout à fait normale. Allez, on y va, on plonge au cœur de cette prophétie complètement folle. Comment est-ce qu'une simple discussion sur la religion dans un parc moscovite a pu virer à la condamnation à mort? Pour le comprendre, il faut d'abord saisir le contexte. Alors, l'auteur, c'est Mikhail Bulgakov. Et il faut bien comprendre un truc, il écrit ce roman en secret. On est en pleine période stalinienne, la censure est partout, menaçante. Du coup, son œuvre, c'est un mélange incroyable de satire, de mysticisme, de tragédie, un peu comme la réalité soviétique de l'époque, qui était elle-même un cocktail d'absurde et de drame. Donc cette ouverture déroutante, c'est la meilleure porte d'entrée possible dans ce monde où la logique du parti va se prendre un mur, le mur de l'inexplicable. Avant que tout parte en vrille, la scène est banale. Presque drôle tellement elle est banale. On a deux hommes de lettres, deux intellectuels soviétiques typiques, en plein débat enflammé. Le genre de débat de ceux qui sont absolument sûrs d'avoir tout compris au monde et à la vie. Alors, qui sont-ils? D'un côté, on a Mikhail Alexandrovitch Berlioz. Lui, c'est l'intellectuel bien en place, le président du Massolite. Imaginez un syndicat littéraire super puissant qui décide de tout ce qui se publie à Moscou. C'est l'homme de la raison pure. De l'autre côté, Ivan Nikolaïevitch, qu'on surnomme Bezdomny. C'est le poète. Il est jeune, il est fougueux, c'est l'homme de la passion. L'un, c'est le théoricien, l'autre, c'est l'artiste. Bref, à eux deux, ils incarnent l'élite intellectuelle de Moscou, persuadés d'avoir la science infuse. Et le décor, il est d'une banalité à pleurer. Une chaleur écrasante, une allée quasi déserte, et ce fameux jus d'abricot tiède, qui sent le coiffeur. Bulgakov nous plante un décor ultra réaliste, presque désagréable. Un décor qui va être complètement pulvérisé par ce qui va suivre. Et de quoi ils parlent, ces deux-là? D'une critique littéraire. En gros, Berlioz, le savant, explique au jeune poète que son dernier poème anti-religieux est complètement raté. Pas parce qu'il est mal écrit, non, mais à cause d'une erreur de fond. Il a présenté Jésus comme un vrai personnage. Pour l'athée pur et dur qu'est Berlioz, c'est elle la faute à ne pas commettre. Jésus, c'est un mythe. Point final. Une affirmation qu'il aurait peut-être mieux fait de garder pour lui. Et c'est pile à ce moment-là, au moment où l'athéisme est proclamé avec une certitude absolue, qu'un troisième larron fait son entrée. Un homme qui, très clairement, n'est pas du coin. Ce qui est dingue dans sa description, c'est qu'elle est bourrée de contradictions. Il a l'air élégant, oui, mais ses traits sont bizarres, asymétriques. Son œil droit est noir, le gauche est vert. Un sourcil plus haut que l'autre. Ses dents, couronne en platine à gauche, en or à droite. Tout chez lui crie qu'il est autre, qu'il est un assemblage de choses qui ne devraient pas aller ensemble. Bien sûr, l'étranger a tout entendu. Mais au lieu de se lancer dans un débat sur l'existence de Jésus, non, il va beaucoup plus loin. Il pose une question bien plus fondamentale, qui va droit au cœur de leur certitude. Il ne défend pas la foi, attention. Il attaque leur orgueil, cette conviction que l'homme est le seul maître à bord. Son argument est d'une simplicité glaçante. Comment est-ce que l'homme pourrait diriger quoi que ce soit s'il n'est même pas capable de savoir ce qui va lui arriver demain? Il donne des exemples comme ça, l'air de rien, un cancer du poumon ou glisser sous un tramway. Une petite phrase qui, on va le voir, est une prédiction d'une précision terrifiante. Et pour prouver ce qu'il avance, l'étranger ne va pas sortir un argument philosophique à rallonge. Non, il va faire bien mieux. Il va raconter une histoire qu'il prétend avoir vécue, en personne, il y a environ 2000 ans. Et là, paf, on n'est plus dans la touffeur de Moscou. La narration nous embarque à Jérusalem, avec l'arrivée de Ponce Pilate. Le style devient grandiose, visuel. Le ton change du tout au tout. L'étranger ne se contente pas de raconter, il nous fait revivre la scène. Au cœur de ce récit, il y a un face-à-face, une confrontation entre deux mondes. D'un côté, Ponce Pilate, le procurateur romain, le pouvoir, le vrai, le pouvoir temporel, mais il est rongé par une migraine atroce, une hémicranie. Et de l'autre, le prisonnier, Yeshua HaNozri. Lui, il représente un autre type de pouvoir, un pouvoir spirituel, et il dit pouvoir guérir la douleur de Pilate. Et c'est le moment clé de leur discussion. Le prisonnier, d'un coup, retourne complètement l'interview. Il ne se défend pas, il diagnostique. Il voit la douleur physique de Pilate, il sent sa solitude abyssale.
Et juste avec ces mots, il arrive comme par miracle à le guérir. Le rapport de force vient de s'inverser. Mais c'est cette phrase, rapportée par un certain Judas de Kériote, qui va tout faire basculer. Affirmer que tout pouvoir est une violence et qu'un jour il n'y aura plus de pouvoir du tout, eh bien, c'est vu comme une trahison directe envers César. C'est un crime d'État, tout simplement. Et c'est là qu'on touche à l'ironie suprême. Pilate, l'homme le plus puissant de Judée, qui est fasciné par cet homme qui l'a guéri, il se retrouve les mains liées, impuissant. La machine politique, la peur de déplaire à César, tout ça est plus fort que sa propre volonté. Au final, il est prisonnier de son propre pouvoir. L'histoire se termine, et on retombe, brutalement, sur les bancs des étangs du patriarche. L'étranger a donné sa preuve historique. Mais Berlioz et Bezdomny, évidemment, ne sont pas convaincus. Ils sont rationnels, eux, il leur faut du concret. Eh bien, ils vont en avoir du concret. Quand l'étranger affirme, le plus sérieusement du monde, qu'il a assisté personnellement à tout cela, la réaction de Berlioz est celle de n'importe quel homme moderne et sensé. Ce type est un fou dangereux. Son plan est donc logique, prudent. Il faut appeler les autorités. Mais c'est cette décision, dictée par la raison, qui va le mener tout droit à sa perte. Au moment où Berlioz se lève pour partir, l'étranger lui balance sa prophétie, ce qu'il appelle, avec une ironie mordante, la 7e preuve. Et là, on ne parle plus d'histoire ancienne, on parle de l'avenir immédiat de Berlioz. Étape 1, la réunion du Massolite n'aura pas lieu ce soir. Pourquoi? Parce qu'une femme, une certaine Anouchte, a déjà acheté et renversé de l'huile de tournesol. Étape 3, la conséquence, à cause de cette huile, Berlioz va avoir la tête coupée. Et enfin, étape 4, par qui? Par une femme russe, membre des jeunesses communistes. La précision est tellement grotesque qu'elle en devient terrifiante. Et alors que Berlioz s'éloigne, déjà pressé, l'étranger lui crie cette dernière phrase, et c'est peut-être la plus flippante de toutes. L'huile, le tramway, tout ça, ça pourrait être le délire d'un malade. Mais l'oncle de Kiev, ça c'est un détail personnel, intime, un truc qu'un inconnu ne peut pas savoir. C'est la preuve finale que ce n'est pas juste un fou. Et c'est sur cette question vertigineuse que Bulgakov nous laisse à la fin de cette ouverture magistrale. Berlioz, l'homme de la raison pure, est en train de courir vers une mort annoncée par des faits absurdes qu'il refuse de croire. Alors que son monde rationnel s'écroule, on est bien obligé de se poser la question. Mais quelles sont ces forces mystérieuses qui se cachent juste sous la surface de notre réalité bien rangée ?